Il semble qu'il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu'une nouvelle n'éclate concernant l'Ukraine, lançant une frappe réussie contre des actifs russes dans le territoire annexé de la Crimée. Cette semaine ne fait pas exception, comme vous allez bientôt le constater. Cependant, ce que beaucoup de gens ne réalisent pas à propos de ces frappes, c'est que l'Ukraine a un plan derrière tout cela. Un plan qui va au-delà de l'ouverture de corridors aériens pour de nouvelles frappes en Crimée et en Ukraine. Reconquérir entièrement la péninsule, éliminer toute trace d'influence russe, tel est l'objectif. Vladimir Poutine est terrifié alors que le contrôle de la Russie sur la Crimée s'effondre. Tout cela arrive car l'Ukraine adopte une stratégie très intelligente à 2 volets. Continuez à regarder pour découvrir quelle est cette stratégie. D'abord, les dernières frappes de l'Ukraine en Crimée sont impressionnantes. Le 9 septembre, le Kiev Post a rapporté que l'agence du renseignement de la défense ukrainienne, ou direction principale du renseignement, avait annoncé que ses forces pétissières spéciales avaient détruit une paire de systèmes radars russes à l'intérieur de la Crimée occupée. Ces 2 systèmes radars, le Podlet et le Nebohem, ont été neutralisés juste avant que le direction principale du renseignement ne célèbre la journée du renseignement militaire de l'Ukraine, le 7 septembre. L'Ukraine a ainsi forcé la Russie à fournir les feux d'artifice pour marquer la journée par une explosion. Les 2 systèmes radars détruits comptent parmi les atouts de défense aérienne les plus précieux que la Russie possède en Crimée. Ils servent tous 2 à détecter les drones et avions volant à basse altitude utilisés par l'Ukraine lors de nombreuses attaques sur la péninsule. La frappe sur le Nebohem était particulièrement impressionnante. Le direction principale du renseignement, rapportant qu'elle a réussi à neutraliser le système radar alors qu'il était en déplacement vers un nouvel emplacement. Le renseignement ukrainien a déclaré que des frappes de précision visaient des cibles de défense aérienne de grande valeur des occupants en Crimée temporairement occupés. Et ce n'est pas la première fois que la Russie perd des actifs précieux en Crimée au cours des dernières semaines. Le 1er septembre, le Kiev indépendant a rapporté que le renseignement ukrainien avait réussi à détruire une paire d'hélicoptères Mi-8 basés à la base aérienne militaire de Vardiskaya en Crimée. Chaque hélicoptère a coûté à la Russie entre 20 et 30 millions de dollars. Et c'est cette destruction d'actifs qui coûte de l'argent, plutôt que la perte de capacité de ces actifs, qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie de l'Ukraine. Mais nous y reviendrons dans un instant. Le même jour, et dans la même série de frappes, l'Ukraine a également détruit un remorqueur BUK 2190 qui, selon les médias United 24, appartient aux forces de sabotage sous-marine russes et à leur unité spécialisée. Cette unité d'élite est composée de plongeurs de combat, utilisant un équipement spécialisé, ce qui signifie que la perte de leurs navires de soutien devrait réduire leur capacité opérationnelle. Ce qui est clair ici, c'est qu'un schéma se dessine. L'Ukraine mène des frappes contre plusieurs cibles en une seule journée, puis fait une pause pendant un certain temps. Quelques jours plus tard, d'autres frappes surviennent, suivies de pauses, et cela se répète. C'est pourquoi on a l'impression que chaque semaine apporte de nouvelles informations sur la destruction d'actifs russes en Crimée. L'Ukraine réalise ici quelque chose de concret. Cela ne fait pas partie de la stratégie à 2 volets que nous aborderons plus tard, mais cela reste important. Chaque frappe détruit des radars en Crimée connectés à des unités de défense aérienne, comme les S-300 et S-400 russes. L'idée ici est simple. Plutôt que d'essayer systématiquement de détruire ces unités de défense aérienne directement avec des drones, une tactique qui comporte un risque élevé, que ces drones soient abattus, l'Ukraine préfère souvent les aveugler à la place, en frappant les stations radars dont ces unités ont besoin pour détecter et tirer sur des cibles. Les défenses aériennes de la Crimée resteront affaiblies tant que les stations ne seront pas rétablies. La dernière frappe du direction principale du renseignement, ainsi que celle qu'il mène en Crimée depuis quelques semaines, ouvre la porte à de nouvelles attaques en Crimée à l'avenir. Ce fait est illustré, selon Euromaidan Press, dans un rapport du 8 septembre, par la réapparition du drone Bayraktar dans l'arsenal de l'Ukraine. Le drone Bayraktar a été l'un des premiers piliers de la stratégie évolutive de guerre par drone de l'Ukraine. L'utilisation des drones Bayraktar a diminué à cause de leur vulnérabilité aux défenses aériennes russes et à la guerre électronique. The Warzone a indiqué que cela a entraîné un retrait des frappes, l'Ukraine se concentrant aussi sur la production nationale d'autres drones. Le Bayraktar a été mis en pause pendant longtemps, a déclaré The Warzone le 4 septembre. Bien qu'il ait récemment refait surface, l'Ukraine utilise à nouveau ce drone pour cibler des actifs en Crimée. Par exemple,
L'Ukraine a utilisé des drones Bayraktar pour détruire début septembre un bateau russe rapide de la flotte de la mer Noire. Le bateau transportait des membres d'une unité aéroportée qui se dirigeait vers la langue de terre contestée de Tandriska. Selon la marine ukrainienne, 7 membres de cette unité sont morts, et 4 autres ont été blessés grâce aux drones Bayraktar de l'Ukraine. Ici, l'Ukraine a relancé l'une de ses campagnes d'armes les plus emblématiques, déclenchant une vague de frappes de drones Bayraktar. Après avoir démantelé systématiquement les défenses aériennes russes, Euromaidan Press a déclaré le 8 septembre, avec le ciel dégagé et le champ de bataille exposé, le retour de ces drones a déjà coûté à la Russie des centaines de soldats et de navires de guerre. Donc, dans un sens immédiat et très pratique, les frappes répétées de l'Ukraine en Crimée servent un objectif important. L'Ukraine détruit des actifs russes, souvent ceux liés à la défense aérienne en Crimée. Cela permet des attaques de drones sur des cibles précises, comme celle de Bayraktar, ayant tué plusieurs soldats russes. Cela vient d'être mentionné. Ensuite, le cycle se répète. D'autres défenses aériennes sont détruites, d'autres cibles sont éliminées. En surface, ce cycle semble être le début et la fin de la stratégie de l'Ukraine. Cela continue de nuire à la Russie, et ce faisant, crée le chaos en Crimée et en mer Noire. Cependant, la stratégie de l'Ukraine va plus loin, bien plus loin. Bientôt, la vidéo montrera que ces frappes s'inscrivent dans un plan ukrainien de dérussification de la Crimée pour permettre à l'Ukraine de reprendre définitivement la péninsule. Ce plan annule toutes les complexités entourant la péninsule et finira par permettre à l'Ukraine de reprendre la Crimée, à condition qu'elle puisse tenir le cap et continuer ce qu'elle fait. Mais d'abord, un peu de contexte. L'homme qui a révélé la stratégie de l'Ukraine est Paul Warburg, un analyste géopolitique qui publie régulièrement ses commentaires et théories sur ce que l'Ukraine essaie d'accomplir en Crimée sur YouTube. Warburg souligne qu'il faut d'abord comprendre ce que la Crimée signifie pour la Russie et l'Ukraine, afin de saisir la stratégie ukrainienne à son égard. En particulier, la Crimée revêt autant d'importance symbolique que stratégique pour la Russie, au point que conserver la péninsule est ancré dans l'esprit collectif russe. Cela était évident en 2014, lorsque la Russie a annexé la péninsule. Selon Sky News, le succès de cette annexion a conduit à Krimnash, ce qui se traduit par Crimée. Tanou devient-il un slogan patriotique national ? Vladimir Poutine a qualifié la Crimée de lieu sacré, souligne ce média, mettant en avant son importance symbolique pour lui et le peuple russe. Une autre preuve de cette importance est ce que la Russie a fait en Crimée après l'annexion. Vladimir Poutine a toujours affirmé que la Crimée devait rester russe et a œuvré à la rendre pleinement russe après 2014. Comme le souligne Warburg, ces actions comptent parmi les facteurs rendant la reconquête de la Crimée si complexe. La principale complexité ici réside dans le fait que lorsque la Russie a pris la Crimée à l'Ukraine, en 2014, elle a délibérément déplacé un très grand groupe de Russes ethniques sur la péninsule de Crimée. Pour en faire une crise humanitaire du point de vue international, si jamais l'Ukraine reprenait ce territoire. Autrement dit, si l'Ukraine reprenait la Crimée par la force, des Russes ethniques mourraient, donnant à Poutine un prétexte pour sa propagande. Warburg n'a pas tort au sujet du déplacement massif de Russes ethniques vers la Crimée. En 2018, Radio Free Europe, Radio Liberty a rapporté qu'environ 247 000 Russes s'étaient installés en Crimée au cours des 4 années qui ont suivi son annexion par la Russie. Cet afflux a été accompagné du départ de 140 000 personnes qui vivaient auparavant sur la péninsule, dont la plupart étaient soit ukrainiennes, soit tatares de Crimée. Encore une fois, tout cela était intentionnel, à la fois pour renforcer la mainmise symbolique de la Russie sur la Crimée et pour créer les conditions de la crise, mentionne Warburg. L'Ukraine devrait-elle essayer de la reprendre un jour? Donc une attaque directe n'est pas possible rien que pour cette raison. Cependant, la Crimée représente aussi un défi pour l'Ukraine, en raison de la difficulté technique d'une attaque. Même en mettant de côté la russification de la péninsule, le point d'entrée extrêmement étroit pose de gros problèmes, comme l'observe Warburg. La Crimée, bien sûr, à toute fin pratique, pourrait tout aussi bien être une île. Techniquement, c'est une péninsule. C'est bien une péninsule, mais c'est à peine une péninsule, avec un très petit isthme reliant le reste du territoire ukrainien.
C'est l'isthme qui pose problème, non par son existence, mais car il constitue un point d'étranglement. Même en supposant que l'Ukraine puisse mobiliser suffisamment de troupes pour lancer une véritable offensive terrestre sur la Crimée, ses soldats se retrouveraient coincés à ce point d'accès très étroit. Cette offensive tournerait en guerre d'usure, forçant l'Ukraine à perdre plus de soldats qu'elle ne veut pour reprendre la région. La péninsule comme le note Warburg, il n'y a en réalité que le pont du détroit de Kertch à l'est, et ensuite la véritable péninsule à l'ouest. Et ce sont des points d'étranglement qui rendent très facile pour la Russie, par exemple, d'y installer des défenses, de poser des mines, de prépositionner l'artillerie, ce genre de choses. Et vraiment, de déchaîner l'enfer sur toute armée qui essaierait de traverser là-bas. Une attaque terrestre mènerait au massacre des forces ukrainiennes, pendant que Poutine diffuserait sa propagande accusant l'Ukraine de préparer un crime de guerre. En attaquant une péninsule principalement russe, la Russie a fait de la Crimée un piège pour l'Ukraine, même selon le plan de Poutine. Il n'y a aucun moyen de reprendre la péninsule par une attaque directe en raison de sa russification et des défis techniques inhérents à une telle opération. Il faut admettre que tout cela est très astucieux de la Russie. Cependant, l'Ukraine a montré dans son combat contre la Russie sa capacité à élaborer des stratégies innovantes inattendues, surtout pour la Russie. Et en ce qui concerne la Crimée, Warburg pense que l'Ukraine a élaboré un plan qui finira par arracher le contrôle de la péninsule des mains de Poutine, la rendant à l'Ukraine tout en surmontant les complexités créées par la Russie dans le processus. Ce n'est pas un plan à court terme, ce n'est pas quelque chose que l'Ukraine peut réaliser en quelques semaines ou quelques mois, mais cela convient à l'Ukraine. Bien que le pays préférerait de loin ne pas être en guerre avec la Russie, il est prêt à prendre son temps pour mettre en œuvre la stratégie à 2 volets que Warburg affirme lui permettra de l'emporter à la fin. Et le premier de ces volets est simple, permettre à la Russie de commettre des erreurs en exploitant la connexion psychologique du pays à la Crimée. Warburg invite à observer l'évolution de l'approche de l'Ukraine envers la Crimée durant la guerre. Au début de la guerre, la Crimée est devenue une cible majeure pour l'Ukraine. Ils ont commencé à détruire tout ce qu'ils pouvaient autour de la Crimée, que ce soit les défenses aériennes, en particulier la marine russe, ou tout type d'actifs militaires dans et autour de la Crimée. Ce qui a vraiment terrifié la Russie à l'idée de perdre le contrôle de la péninsule. À bien des égards, le point de vue de Warburg est parfaitement illustré par le sort de la flotte russe de la mer Noire. Autrefois jugée clé dans le plan de Poutine pour exploiter la mer Noire, contrôlant l'Ukraine depuis la Crimée. Cette flotte est désormais presque insignifiante pour la guerre. Un tiers a été détruit par les missiles et drones ukrainiens. Comme l'a annoncé le Conseil de l'Atlantique en juillet 2024, l'Ukraine a contraint la flotte de Crimée à se retirer complètement. Dans une série d'actions qui ont humilié Poutine et ridiculisé ses affirmations constantes d'escalade. Des frappes récentes, comme celle de cette vidéo, semblant suivre le modèle d'attaque totale instauré par l'Ukraine plus tôt pendant la guerre. Mais ce n'est pas le cas, et c'est ce changement subtil dans la stratégie de l'Ukraine qui pousse la Russie à commettre des erreurs. Warburg dit que l'Ukraine est passée à une stratégie de frappe massive, qui consiste à détruire un grand nombre d'actifs militaires russes en Crimée, pour ensuite faire une pause pendant un certain temps. C'est le cycle de frappe mentionné plus tôt dans la vidéo, et les pauses font autant partie du plan de l'Ukraine que les frappes elles-mêmes. Ces pauses sont voulues, car elles permettent à la Russie de réparer ce que l'Ukraine a détruit. Après la reconstruction, d'importantes frappes suivront, puis une pause, et ainsi de suite. C'est contre-intuitif, non? Pourquoi l'Ukraine voudrait-elle que la Russie reconstruise pendant ces pauses? En résumé, la reconstruction coûte cher, et la Russie ne peut se le permettre. Mais Vladimir Poutine pense devoir dépenser cet argent, en raison des aspects psychologiques et symboliques du lien de la Russie avec la Crimée. Comme l'explique Warburg, en gros parce que la Crimée est considérée comme un territoire tellement important pour les Russes. Ils ne peuvent tout simplement pas laisser la Crimée donner l'impression d'être sans défense. Et cela signifie qu'à chaque fois que l'Ukraine détruit des fortifications militaires ici, elle sait que la Russie investira des ressources pour reconstruire ces fortifications. Même si, d'un point de vue stratégique, cela n'a en réalité aucun sens. C'est là que le jeu psychologique entre en action. Alors que l'Ukraine profite de l'importance vitale pour le Kremlin de montrer au peuple russe son avancée vers la Crimée, que leur gouvernement fait tout ce qu'il peut pour les protéger. Si cette protection manque,
Ces Russes ethniques voudront partir, alimentant le second volet de la stratégie de l'Ukraine, qui sera abordé ensuite. Bien sûr, la protection coûte de l'argent. La Russie n'est pas étrangère aux grosses dépenses pour renforcer sa mainmise sur la Crimée, 5 ans après que la Russie a annexé la péninsule. Russia Matters a rapporté que le célèbre économiste russe Sergei Alexachenko a déclaré que la Russie avait dépensé 106 milliards de dollars en subventions fédérales pour la Crimée. Entre 2014 et 2019, les entreprises publiques russes ont injecté 91 milliards de dollars supplémentaires en Crimée, selon Alexachenko. Tout cela, sans compter l'impact financier des sanctions et restrictions imposées à la Crimée après l'annexion. Avançons rapidement, jusqu'en 2025. Et l'Institut royal des services unis affirme que la Russie dispose de 2 programmes d'État pour continuer à injecter des fonds, à la fois en Crimée et dans les territoires occupés à l'intérieur de l'Ukraine. Une grande partie de cet argent est destinée à l'entretien. Ajoutez à cela le coût énorme de la guerre en Ukraine, que certains évaluent à 1 milliard de dollars par jour pour la Russie. Ajoutez le fardeau financier causé par l'Ukraine, qui détruit les équipements militaires nécessaires à la Russie pour maintenir l'attrait de la Crimée. Et la stratégie devient plus claire. L'Ukraine doit simplement continuer à appliquer la stratégie du grand coup encore et encore, et elle finira par obtenir des résultats. Warburg dit que l'Ukraine sait qu'elle peut saigner la Russie à blanc avec ce cycle d'attaques et de reconstruction. Et cela retire à nouveau des ressources du reste des lignes de front, en Russie, là où elles pourraient, potentiellement, être utilisées encore davantage. L'Ukraine a créé une situation gagnant-gagnant. Vladimir Poutine est contraint de choisir entre dépenser pour des ressources stratégiquement importantes ou remplacer les actifs perdus en Crimée. Cela n'a pas vraiment d'importance dans le contexte plus large de l'invasion de l'Ukraine. Mais c'est absolument nécessaire pour que les Russes ethniques vivant désormais en Crimée se sentent au moins un peu en sécurité. Il faudra faire un choix, ce qui mène au deuxième aspect. Laisser un pont d'or qui permette à ceux qui vivent en Crimée de s'échapper. Le mot « pont » en Crimée évoque aussitôt le pont du détroit de Kertch. Ce pont illustre l'investissement massif de la Russie dans l'annexion de la Crimée et relie la Crimée à la Russie continentale. Beaucoup pensent, logiquement, que l'Ukraine devrait se focaliser sur la destruction de ce pont. Elle a certainement déjà frappé le pont par le passé, plus récemment en juin, lorsqu'elle a endommagé certains des piliers du pont à l'aide d'explosifs sous-marins. L'Ukraine s'apprête à produire en masse le missile Flamingo, équipé d'une ogive de 2500 livres, soit environ 1135 kg d'explosifs. C'est assez pour endommager gravement le pont du détroit de Kertch et le rendre presque inutilisable. Mais l'Ukraine ne le fera pas. Pourquoi ? Warburg explique que l'objectif de l'Ukraine n'est peut-être pas réellement de détruire le pont, mais simplement de montrer qu'il pourrait le faire. Parce que si vous êtes un Russe qui a été installé en Crimée par votre gouvernement, et que vous sentez maintenant par exemple que les forces ukrainiennes pourraient avancer vers la Crimée très bientôt, et que votre seule option pour retourner en Russie sans traverser une zone occupée, zone de combat militaire, est ce pont. Si ce pont est attaqué au point de risquer d'être détruit à tout moment, cela va accélérer la vitesse à laquelle vous partez réellement. Crimée. Créer la peur est le but de toute la stratégie de la Crimée pour l'Ukraine. Le pont du détroit de Kertch a survécu aussi longtemps, non pas parce que l'Ukraine ne peut pas le détruire, mais parce que de nombreux observateurs pensent que l'Ukraine pourrait vouloir que le pont reste comme voie d'évacuation. C'est le génie de la stratégie ukrainienne. Le pays sait qu'il ne peut attaquer la Crimée de front pour des raisons humanitaires et techniques déjà évoquées. Mais il peut faire en sorte que les Russes ethniques qui vivent en Crimée se sentent en insécurité, tellement en insécurité qu'ils commencent à envisager de quitter la péninsule. Et si ces pensées de départ se combinaient? Si la Russie n'est plus capable de reconstruire les moyens militaires que l'Ukraine détruit, alors la Russie est en sérieux danger. Le pont du détroit de Kertch, jadis artère logistique, devient une bouée de sauvetage pour les Russes en Crimée, servant de route d'évasion face à la menace ukrainienne, même sans attaque directe contre les civils. En gardant cette bouée de sauvetage ouverte tout en signalant à plusieurs reprises qu'elle pourrait être détruite à tout moment, l'Ukraine n'a peut-être pas besoin de forcer la Russie à quitter la Crimée. Les Russes qui y vivent le feront eux-mêmes. Alors, tous les plans soigneusement élaborés de Poutine pour garder le contrôle de la Crimée s'effondrent, et l'Ukraine parvient enfin à retrouver un accès à la péninsule. Maintenant, l'inconvénient évident de ce plan ukrainien
et qu'il prendra du temps, car la Russie doit être vidée des ressources financières qu'elle utilise pour soutenir la défense de la Crimée. Mais l'Ukraine y travaille. En août, elle a mené un raid en mer Noire qui a tout détruit sur son passage, mettant encore plus de pression sur Poutine. En savoir plus sur ce raid dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission militaire pour plus de vidéos sur les tentatives de l'Ukraine de reprendre la Crimée.